En découvrant la marque ancestrale sur le flanc du poulain mourant qu'il avait sauvé, Jean-Pierre sentit son sang se glacer. Ce symbole, presque invisible sous la crasse, faisait de lui la cible d'un conte impitoyable, prêt à tout pour récupérer cet héritage inestimable. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le ciel gris de la Normandie pesait sur le marché aux bestiaux de Saint-Laurent-en-Caux comme un présage. Jean-Pierre Moreau, 58 ans, remonta le col de sa veste usée contre le vent humide qui s'infiltrait partout. Ses mains calleuses, témoins de 4 décennies de labeur dans les champs, serraient un carnet de notes où il avait griffonné quelques chiffres. Il n'était pas venu pour acheter, seulement pour observer. Sa petite ferme des Trois Chênes suffisait à peine à le faire vivre depuis que sa femme Mathilde l'avait quitté 3 ans plus tôt. « Monsieur Moreau, je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui », lança Henri Dupont, le commissaire-priseur, en s'approchant. « Vous cherchez une nouvelle jument pour remplacer votre vieille Héloïse ?» Jean-Pierre secoua la tête. « Non, je n'ai pas les moyens. Je suis juste venu voir les prix. » « Les temps sont durs. » Henri hocha la tête avec compréhension. À 65 ans, il avait vu défiler des générations d'éleveurs dans cette région et il savait reconnaître ceux qui luttaient pour survivre. Jean-Pierre était de ceux-là, un homme d'une intégrité rare, mais que la vie n'avait pas épargné. « Les enchères commencent dans 20 minutes, dit Henri en consultant sa montre. Il y a quelques belles bêtes aujourd'hui. Les Dubois ont amené leurs percherons. Jean-Pierre acquiesça poliment, mais son esprit était ailleurs. Son regard balayait les enclos où les animaux attendaient à leur tour. Des chevaux robustes, bien nourris, aux robes luisantes. Des bêtes qui se vendraient à prix d'or. Rien pour lui. C'est alors qu'il le vit, dans le dernier enclos, à l'écart des autres, un jeune poulain à la robe baie, si maigre qu'on pouvait compter chacune de ses côtes. Il tremblait sur ses jambes, la tête basse, comme s'il avait abandonné tout espoir. Un garçon des écuries tentait de le faire avancer avec une cravache, mais l'animal tressaillait à chaque mouvement. « Qui amène une bête dans cet état au marché ?» demanda Jean-Pierre, une colère sourde montant en lui. Henri suivit son regard et soupira. Les frères Roussel, leur père est décédé le mois dernier. Ils liquident tout. Ce poulain était le dernier-né de leur élevage, mais ils l'ont négligé après la mort du vieux. Il a à peine 1 an. Et vous allez le mettre aux enchères dans cet état? Que voulez-vous que je fasse? Personne n'en voudra, bien sûr. Il finira probablement à l'abattoir avant la fin de la semaine. Jean-Pierre sentit son cœur se serrer. Il connaissait bien ce sentiment, celui d'être abandonné, de n'avoir aucune valeur aux yeux des autres. Mathilde lui avait laissé cette blessure en partant avec un homme plus jeune, plus riche. « Combien ?» demanda-t-il soudain. « Pardon ? Combien pour le poulain ?» Sans passer par les enchères. Henri le regarda comme s'il avait perdu l'esprit. « Jean-Pierre, soyez raisonnable. Cette bête est plus proche de la mort que de la vie. Vous jetterez votre argent par les fenêtres. Combien ?» insista Jean-Pierre, son regard ne quittant pas l'animal tremblant. 200 € et c'est déjà trop. Mais je dois vous avertir, les frais de vétérinaire... Jean-Pierre sortit son vieux portefeuille usé et en tira des billets froissés. Voilà, il est à moi maintenant. Henri secoua la tête mais prit l'argent. Je vais préparer les papiers. Vous êtes soit le plus grand fou, soit le plus grand cœur de Normandie, Jean-Pierre Moreau. 1 heure plus tard, Jean-Pierre conduisait lentement son vieux camion sur les routes sinueuses qui menaient à sa ferme. Dans la remorque, attaché précairement, le poulain grelottait malgré la couverture que Jean-Pierre avait jetée sur son dos émacié. Il avait fallu 3 hommes pour le faire monter, tant l'animal était faible. La ferme des Trois Chênes apparut enfin au détour d'un virage, modeste avec sa maison de pierre et ses quelques hectares. 2 vaches, 4 chèvres, quelques poules et Héloïse, sa vieille jument de trait qui paissait tranquillement dans le pré. Une vie simple, presque austère, mais était la sienne. « Marcel », appela Jean-Pierre en arrêtant le véhicule devant l'étable.
Marcel Fournier, son voisin et seul ami depuis le départ de Mathilde, sortit de la grange. À 62 ans, il aidait Jean-Pierre quelques jours par semaine en échange de fromage et de légumes. « Qu'est-ce que tu nous ramènes là ?» demanda-t-il en voyant le poulain dans la remorque. « Bon sang, Jean-Pierre, cette bête est à moitié morte. C'est pour ça que je l'ai acheté, » répondit simplement Jean-Pierre. « Aide-moi à le descendre. » J'ai préparé un box dans l'étable. Marcel secoua la tête mais s'approcha pour aider. Tu as toujours eu un faible pour les causes perdues. Ensemble, ils parvinrent à faire descendre doucement le poulain qui tenait à peine sur ses jambes. Jean-Pierre le guida lentement vers l'étable où un box propre, garni de paille fraîche, l'attendait. Une mangeoire contenait déjà un peu de foin tendre et un seau d'eau fraîche. « Ouais, comment vas-tu l'appeler, ce rescapé ?» demanda Marcel, tandis que le poulain s'effondrait sur la paille, épuisé par le court trajet. Jean-Pierre observa l'animal un long moment. Malgré sa maigreur extrême et son état déplorable, il y avait quelque chose dans ses yeux, une étincelle qui refusait de s'éteindre. « Lazare !» dit-il finalement. « Je l'appellerai Lazare. » Les premiers jours avec Lazare furent un combat constant contre la mort. Jean-Pierre dormait dans l'étable, sur une vieille paillasse, se réveillant toutes les 2 heures pour vérifier que le poulain respirait encore. Il lui préparait des bouillies d'avoine mélangées à du miel, qu'il faisait couler doucement dans sa gorge à l'aide d'une bouteille transformée en biberon. « Tu ne peux pas continuer comme ça, » lui dit Marcel au 3e jour, en lui apportant un café fumant à l'aube. « Tu vas t'épuiser. Et pourquoi ? » Ce poulain a une patte dans la tombe. Jean-Pierre essuya la sueur de son front. Ses yeux étaient rougis par le manque de sommeil, mais son regard restait déterminé. « Je ne l'abandonnerai pas, pas comme tout le monde m'a abandonné. » Marcel soupira, sachant qu'il était inutile d'argumenter. « Tu devrais au moins appeler le vétérinaire. »« Pour qu'il me dise de l'abattre ? Non, pas encore. » Ce matin-là, pourtant, quelque chose avait changé. Lazare, qui jusqu'alors restait prostré dans un coin de son box, elle s'était traînée jusqu'à la mangeoire et avait grignoté quelques brins de foin. Un geste infime, mais qui pour Jean-Pierre signifiait tout. « Tu vois ?» dit-il à Marcel avec un sourire épuisé. « Il veut vivre. » Le 5e jour, alors que Jean-Pierre nettoyait le box, il remarqua quelque chose d'étrange sur le flanc du poulain. En écartant délicatement les poils collés par la crasse et la sueur, il découvrit une marque, pas un simple motif naturel dans la robe, mais ce qui semblait être un symbole à demi effacé, comme brûlé dans la peau. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il en se penchant pour mieux voir. La marque ressemblait à un croissant de lune traversé par un éclair. Elle était ancienne. Les poils avaient repoussé par-dessus, la rendant presque invisible. Jean-Pierre n'avait jamais rien vu de tel. Ce soir-là, il téléphona finalement au docteur Claire Leblanc, la vétérinaire du canton. Claire, une femme de 45 ans au caractère direct mais au cœur tendre, arriva le lendemain matin, son 4x4 soulevant un nuage de poussière dans la cour de la ferme. « Bonjour, Jean-Pierre » dit-elle en descendant, sa trousse médicale à la main. « Marcel m'a dit que vous aviez recueilli un mourant. » « Il ne mourra pas, » répondit Jean-Pierre avec une conviction qu'il ne ressentait pas totalement. « Venez voir. » Claire suivit Jean-Pierre jusqu'à l'étable et s'immobilisa à la vue du poulain. Son visage professionnel se fissura un instant, laissant transparaître de la pitié et de la colère. « Bon sang, qui a pu laisser un animal arriver dans cet état ?» Elle s'approcha doucement du box, parlant d'une voix basse et calme. « Bonjour, toi. N'aie pas peur. » Lazare leva la tête, ses grands yeux bruns fixant la vétérinaire avec une intensité surprenante. Il ne recula pas quand elle entra dans le box et commença à l'examiner. « C'est étonnant, » dit-elle après un moment. « Malgré sa maigreur, il ne présente aucun signe de maladie grave. Pas de parasites, pas d'infection respiratoire, c'est juste de la négligence pure et simple. » Jean-Pierre sentit un poids se lever de ses épaules. « Alors il va s'en sortir.
Avec beaucoup de soins et une alimentation adaptée, oui, c'est possible. Claire sortit plusieurs flacons et seringues de sa trousse. Je vais lui faire quelques injections de vitamines et de minéraux. Et je vous laisserai un complément alimentaire à ajouter à sa nourriture. Pendant qu'elle préparait ses injections, Jean-Pierre lui montra la marque sur le flanc du poulain. « Vous avez déjà vu quelque chose comme ça ?» Claire fronça les sourcils et examina attentivement la marque. « Non, jamais. Ce n'est pas un marquage standard d'élevage. On dirait plutôt... Plutôt quoi? Je ne sais pas exactement. Mais ça me rappelle quelque chose que j'ai lu sur certains chevaux de course très prestigieux, un signe d'appartenance à une lignée particulière. » Elle haussa les épaules, mais c'est probablement une coïncidence. Ce poulain sort de chez les Roussel, n'est-ce pas? Il n'élevait que des chevaux de trait. Jean-Pierre acquiesça, mais son esprit était déjà ailleurs. Il se souvenait maintenant d'une histoire que son père lui racontait quand il était enfant, à propos d'un grand étalon nommé Éclipse, dont la lignée portait une marque spéciale, le croissant foudroyé. Après le départ de Claire, Jean-Pierre passa la soirée à fouiller dans les vieux livres que son père lui avait laissés. Il trouva finalement ce qu'il cherchait, une illustration ancienne représentant Éclipse, un étalon noir comme la nuit qui avait dominé les courses françaises dans les années 1980 avant de disparaître mystérieusement. Sur l'image, on distinguait clairement la même marque que celle de Lazare. « C'est impossible », murmura Jean-Pierre en comparant l'illustration à la photo qu'il avait prise du flanc de Lazare avec son vieux téléphone. La ressemblance était frappante. Mais comment un descendant des Éclipses aurait-il pu se retrouver dans la ferme des Roussel, puis être réduit à cet état lamentable? Cela n'avait aucun sens. À moins que... Jean-Pierre sentit un frisson parcourir son échine. Si Lazare était vraiment ce qu'il soupçonnait, alors sa présence ici n'était pas due au hasard. Et des gens pourraient le rechercher, des gens prêts à tout pour mettre la main sur un tel trésor génétique. Les semaines passèrent, et avec elles, Lazare se transformait sous les yeux émerveillés de Jean-Pierre. Chaque jour apportait un petit miracle. D'abord, le poulain commença à tenir debout plus longtemps, puis à marcher avec plus d'assurance autour de son box. Son pelage terne retrouvait peu à peu son lustre naturel, révélant une robe baie d'une richesse exceptionnelle, presque acajou, avec des reflets dorés au soleil. « C'est à peine le même animal », remarqua Marcel un matin d'avril, alors qu'ils observaient Lazare faire ses premiers pas dans le petit enclos attenant à l'étable. « Tu avais raison de ne pas abandonner. » Jean-Pierre sourit, une expression rare sur son visage habituellement austère. Il n'avait parlé à personne de ses soupçons concernant l'origine de Lazare, pas même à Marcel. Cette découverte, il la gardait précieusement au fond de son cœur, comme un secret qui n'appartenait qu'à lui et au poulain. Chaque soir, il consultait ses vieux livres de élevage et recherchait des informations sur Éclipse et sa lignée. Elle, étalon légendaire, avait disparu en 1990 après avoir engendré seulement 3 poulains connus. 2 d'entre eux étaient devenus des champions célèbres avant de mourir sans descendance. Le 3e, une pouliche nommée Étoile filante, avait mystérieusement disparu la même année que son père. Et si Lazare était un descendant de Étoile filante, se demandait Jean-Pierre, en observant le jeune cheval qui, de jour en jour, révélait une élégance et une prestance qui n'avaient rien à voir avec les lourds chevaux de trait des Roussel. Un matin de mai, alors que Jean-Pierre ouvrait ses volets, il aperçut une voiture qu'il ne connaissait pas, garée devant sa ferme, une Audi noire rutilante aux vitres teintées qui détonnait dans ce paysage rural. Un homme en sortit, grand, élégant, vêtu d'un costume qui semblait coûter plus cher que tout ce que Jean-Pierre possédait. « Monsieur Moreau » appela l'inconnu en s'avançant vers la maison. « Je suis Philippe Leroy, de l'écurie des Rois à Chantilly. » Jean-Pierre descendit lentement les marches de son perron, méfiant.
L. Écurie des Rois était l'un des haras les plus prestigieux de France, réservé aux chevaux de course d'exception et aux fortunes qui pouvaient se les offrir. « Que puis-je faire pour vous, monsieur le roi ?» demanda-t-il en serrant la main tendue de l'homme. « J'ai entendu dire que vous aviez acquis un jeune poulain au marché de Saint-Laurent-en-Caux il y a quelques mois, chez les Roussel. » Jean-Pierre sentit son cœur s'accélérer. Comment cet homme pouvait-il être au courant? « Les nouvelles vont vite, » répondit-il prudemment. « Dans notre milieu, oui, » sourit le roi, révélant des dents parfaitement blanches. « Je serais très intéressé de voir cet animal, si vous le permettez. »« Il n'est pas à vendre, » répliqua immédiatement Jean-Pierre. Le sourire de le roi s'élargit. « Je n'ai pas encore parlé d'achat, monsieur Moreau, mais je suis prêt à vous faire une offre très généreuse, sans même avoir vu la bête. Disons 22 000 €. Jean-Pierre manqua de s'étouffer. 20 000 € représentaient plus que ce qu'il gagnait en 2 ans avec sa petite ferme. Comme je l'ai dit, il n'est pas à vendre. 30 000, enchérit le roi, sans se départir de son sourire. C'est mon offre finale, pour l'instant. Pour l'instant, je reviendrai, monsieur Moreau, quand vous aurez eu le temps de réfléchir. Ce poulain, il ne vous appartient pas vraiment, vous savez. Jean-Pierre sentit une colère froide monter en lui. Je l'ai acheté légalement. J'ai les papiers pour le prouver. Bien sûr, concéda le roi en levant les mains en signe d'apaisement. Mais il y a des choses que vous ignorez. Ce poulain a une histoire complexe. Des gens le recherchent depuis longtemps. Quels gens? Des gens puissants, monsieur Moreau. Des gens qui n'acceptent pas facilement qu'on leur refuse quelque chose. Le roi lui tendit une carte de visite. Appelez-moi quand vous serez prêt à discuter sérieusement. Après le départ de le roi, Jean-Pierre resta longtemps immobile dans sa cour, la carte à la main. Ses soupçons se confirmaient, Lazare naine n'était pas un cheval ordinaire. Et maintenant, des inconnus convoitaient ce qu'il considérait déjà comme une partie de sa famille. « Qu'est-ce qu'il voulait, ce type ?» demanda Marcel, qui arrivait à pied par le chemin bordant les champs. Jean-Pierre hésita avant de répondre. « Acheter Lazare. Combien ? 30 000 €. Marcel siffla entre ses dents. « Et tu as refusé ? Tu es fou, Jean-Pierre !»« Avec cet argent, tu pourrais rénover toute la ferme, acheter ce tracteur dont tu rêves. Je ne vendrai pas Lazare, » coupa Jean-Pierre d'un ton qui n'admettait aucune discussion. « Viens, il faut que je te montre quelque chose. » Dans L étable, Jean-Pierre montra à Marcel la marque sur le flanc de Lazare, désormais bien visible depuis que le poulain avait repris du poids et que son pelage brillait de santé. « Le croissant foudroyé, » murmura-t-il. « C'est la marque de la lignée D Eclipse. » Marcel écarquilla les yeux. « Eclipse ? Le champion des années 80 ? C'est impossible, Jean-Pierre. Cette lignée a disparu depuis longtemps. » Apparemment pas. Et des gens sont prêts à beaucoup pour mettre la main dessus. Cette nuit-là, Jean-Pierre dormit mal. Les paroles de le roi tournaient en boucle dans son esprit. Des gens puissants. Des gens qui n'acceptent pas facilement qu'on leur refuse quelque chose. Il se leva avant l'aube, inquiet, et se rendit immédiatement à L étable pour vérifier que Lazare allait bien. Le poulain l'accueillit avec un hennissement doux, s'approchant de la porte du box pour frotter son museau contre la joue rugueuse de Jean-Pierre. Ce geste d'affection, si simple, raffermit la détermination du fermier. Quoi qu'il arrive, il protégerait Lazare. « Il faut qu'on en sache plus », dit-il à Marcel plus tard dans la matinée, sur Eclipse, sur sa disparition, et surtout sur comment un de ses descendants a pu se retrouver chez les Roussel. Marcel, qui avait fini par accepter la théorie de Jean-Pierre, réfléchit un moment. « Tu devrais parler à Gisèle Bertrand. Elle vit toujours dans le hameau des Aubépines. Elle était palefrenière aux écuries Dumont dans les années 80. Si quelqu'un connaît l'histoire d'Eclipse, c'est elle. Le hameau des Aubépines N était qu'à une quinzaine de kilomètres.
Jean-Pierre s'y rendit l'après-midi même, laissant Marcel veiller sur Lazare. Le hameau N était guère plus qu'une poignée de maisons groupées autour d'une chapelle abandonnée. La dernière maison, au bout d'un chemin de terre, était une petite chaumière entourée d'un jardin luxuriant. Une femme d'une 60aine d'années s'affairait parmi les rosiers. Malgré son âge, Gisèle Bertrand avait conservé une silhouette droite et un regard vif qui trahissait une intelligence aiguë. « Éclipse », répéta-t-elle, après que Jean-Pierre eut exposé la raison de sa visite. Ses yeux étaient voilés de nostalgie. « Je ne pensais pas entendre à nouveau ce nom de mon vivant. » Elle invita Jean-Pierre à s'asseoir sur un banc de pierre sous un vieux pommier et lui servit du cidre dans des verres ébréchés. « J'ai passé 10 ans aux côtés de Éclipse, » commença-t-elle, sa voix prenant des inflexions plus douces. C était plus qu'un champion, C était une légende vivante, jamais battue en course, un caractère fier mais gentil et intelligent. Si intelligent. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il disparu? Gisèle but une gorgée de cidre, son regard perdu dans le passant. La cupidité, monsieur Moreau. Toujours la cupidité. Éclipse appartenait au comte de Vandreuil, un homme bon qui aimait ses chevaux. Mais quand il est mort, son fils a hérité des écuries. Maxime de Vandreuil était différent. Il ne voyait dans les chevaux que des machines à gagner de l'argent. Elle marqua une pause, comme si les souvenirs étaient trop douloureux. Maxime a commencé à faire courir Éclipse dans des conditions dangereuses, puis il y a eu des rumeurs, des paris truqués, des courses arrangées. Et un jour, Éclipse a simplement disparu. Officiellement, il avait été vendu à un cheikh du Moyen-Orient. Mais ceux d'entre nous qui connaissions Éclipse, nous n'y avons jamais cru. Et sa descendance? 3 poulains seulement. Les 2 premiers ont eu des carrières brillantes, mais courtes. La 3e, Étoile filante, a disparu en même temps que son père. Elle était pleine à l'époque. Jean-Pierre sentit son cœur s'accélérer. Pleine? Elle attendait un poulain? Oui, d'un étalon presque aussi légendaire que Éclipse, Tornado. Cette gestation était gardée secrète, car Maxime n'avait pas le droit de faire reproduire Étoile filante selon les termes du testament de son père. Mais l'appât du gain. Et personne n'a jamais retrouvé Étoile filante? Non. Certains disaient qu'elle était morte, d'autres qu'elle avait été vendue clandestinement. Moi, j'ai toujours pensé que quelqu'un l'avait sauvée de Maxime. Quelqu'un qui aimait vraiment les chevaux. Jean-Pierre sortit son téléphone et montra à Gisèle la photo de la marque sur le flanc de Lazare. La vieille femme écarquilla les yeux et porta une main tremblante à ses lèvres. « Le croissant foudroyé », murmura-t-elle. « Où avez-vous vu cette marque ?» Jean-Pierre lui raconta alors toute l'histoire de Lazare, depuis son achat au marché jusqu'à la visite inquiétante de Philippe le Roi. « Vous êtes en danger, monsieur Moreau, » dit Gisèle quand il eut terminé. « Si c'est bien un descendant des Éclipses, à travers Étoile filante, alors ce poulain vaut une fortune, pas seulement pour ses capacités potentielles en course, mais pour son patrimoine génétique. Imaginez pouvoir recréer la lignée des Éclipses. Mais qui est ce Leroy? Et pourquoi maintenant, après toutes ces années? Philippe Leroy travaille pour Maxime de Vandreuil. Le comte doit avoir plus de 70 ans maintenant, mais il n'a jamais cessé de chercher Étoile filante et sa descendance. Il considère qu'ils lui appartiennent. En rentrant chez lui, Jean-Pierre sentait le poids de cette révélation peser sur ses épaules. La menace était plus grave qu'il ne l'imaginait. Ce N n'était pas seulement une question d'argent, mais une vieille vendetta, une obsession qui durait depuis des décennies. À son retour à la ferme, Jean-Pierre trouva Marcel qui l'attendait, le visage grave. « Quelqu'un est venu pendant ton absence », annonça-t-il sans préambule. Un type avec un appareil photo à zoom puissant. Je l'ai surpris en train de photographier Lazare dans son enclos. Jean-Pierre sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je l'ai chassé, bien sûr, mais il est parti en riant, comme si ça n'avait aucune importance. Il a dit qu'il reviendrait avec les autorisations nécessaires. Jean-Pierre serra les poings.
les événements s'accéléraient dangereusement. Il raconta à Marcel sa conversation avec Gisèle Bertrand, confirmant leurs pires craintes. Lazare était bien plus qu'un simple poulain maltraité. Il était l'héritier d'une lignée que certains croyaient perdue à jamais. « Tu dois contacter la gendarmerie », suggéra Marcel. « Ah, si ce comte de Vandreuil est aussi puissant que le dit la vieille, il pourrait être dangereux. Et que dirais-je aux gendarmes? Que je crains qu'un aristocrate ne vienne voler mon cheval parce qu'il pourrait être le descendant d'un étalon disparu il y a 30 ans? Ils me riront au nez. » Marcel dut admettre que la situation semblait absurde, formulée ainsi. « Alors que comptes-tu faire ?» Jean-Pierre contempla l'horizon, où le soleil commençait à décliner, baignant les champs d'une lumière dorée. Pour l'instant, rester vigilant et accélérer l'entraînement de Lazare. Depuis quelques semaines, en effet, Jean-Pierre avait commencé à travailler quotidiennement avec le poulain. Rien de compliqué, juste des exercices de base pour renforcer ses muscles encore fragiles et établir une relation de confiance. Mais Lazare se révélait un élève exceptionnellement doué. Il semblait comprendre les demandes de Jean-Pierre avant même qu'elles ne soient formulées, comme si une mémoire ancestrale éveillait en lui. Le lendemain matin, Jean-Pierre fut réveillé par le hennissement alarmé d'Héloïse, sa vieille jument. Il bondit hors de son lit et courut à la fenêtre. Dans la lumière blafarde de l'aube, il distingua 2 silhouettes qui s'éloignaient rapidement à travers champs. Son cœur manqua un battement quand il vit que la porte de l'étable était grande ouverte. « Lazare !» cria-t-il en dévalant les escaliers, encore en pyjama. Il se précipita vers l'étable, craignant le pire. Mais à son immense soulagement, Lazare était toujours là, tremblant dans son box, les yeux dilatés par la peur. Près de la porte, une seringue vide gisait sur le sol. Jean-Pierre comprit immédiatement. Ils avaient tenté de tranquilliser Lazare pour l'emmener sans faire de bruit. Mais quelque chose les avait dérangés. Probablement Héloïse, dont le box donnait directement sur la cour et qui avait toujours été très protectrice envers le poulain. Cet incident décida Jean-Pierre. Il ne pouvait plus se contenter d'attendre la prochaine tentative. Il devait agir. Sa première démarche fut de contacter Claire Leblanc, la vétérinaire. Elle examina attentivement Lazare, qui ne semblait pas avoir reçu l'injection de tranquillisant. « Ils ont dû être interrompus avant de pouvoir lui administrer », conclut-elle. « Mais c'est une tentative très sérieuse, Jean-Pierre. Ces gens sont déterminés. Je ne peux pas le laisser sans surveillance, mais je ne peux pas non plus rester à la ferme jour et nuit, » soupira Jean-Pierre. « J'ai des champs à entretenir, des bêtes à nourrir. » Claire réfléchit un moment. « J'ai peut-être une solution. Mon frère Antoine possède une ferme isolée dans les collines, près de Dieppe. Il a un enclos sécurisé pour ses chèvres, avec des caméras de surveillance. Il pourrait héberger Lazare le temps que la situation se calme. » Jean-Pierre hésita. L'idée de se séparer de Lazare, même temporairement, lui serrait le cœur. Mais il savait que était la décision la plus sage. Cette nuit-là, sous le couvert de l'obscurité, ils chargèrent Lazare dans la remorque de Claire et prirent des routes secondaires jusqu'à la ferme d'Antoine. L'endroit était parfait, isolé, difficile d'accès, et Antoine, un homme taciturne mais droit, promit de veiller sur le poulain comme s'il s'agissait du sien. De retour à sa ferme, Jean-Pierre se sentait à la fois soulagé et vide. Pour la première fois depuis des mois, il ne se réveillerait pas avec le hennissement de Lazare comme premier son du matin. 3 jours plus tard, alors qu'il réparait une clôture, Jean-Pierre vit l'Audi noir de Philippe Leroy s'engager dans le chemin menant à sa ferme. Cette fois, Leroy N n'était pas seul. Un homme plus âgé l'accompagnait, élégant dans son manteau de cachemire, une canne à pommeau d'argent à la main. Jean-Pierre n'eut pas besoin qu'on le lui présente pour comprendre qu'il se trouvait face à Maxime de Vandreuil en personne. « Monsieur Moreau », salua Leroy avec son sourire commercial, « le comte de Vandreuil souhaitait vous rencontrer personnellement. » Le vieil homme s'avança, s'appuyant légèrement sur sa canne.
Malgré son âge, il dégageait une aura d'autorité et de puissance contenue qui mit Jean-Pierre immédiatement mal à l'aise. « Monsieur Moreau », dit-il d'une voix étonnamment forte. « Ah, je suis venu récupérer ce qui m'appartient. » « Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur le comte, » répondit Jean-Pierre, feignant l'ignorance. « Ne jouons pas à ce petit jeu, » rétorqua Vandreuil, son ton se durcissant. « Vous détenez un descendant d'Éclipse, ma propriété volée il y a des décennies. Le poulain que j'ai acheté au marché m'appartient légalement. J'ai les papiers pour le prouver. » « Des papiers ?» Vandreuil eut un rire méprisant. « Saviez-vous que le vieux Roussel était mon palefrenier avant de s'établir comme fermier? C'est lui qui a aidé à cacher Étoile Filante toutes ces années. À sa mort, ses fils ignorants ont vendu son plus grand trésor sans même savoir ce qu'il possédait. » Jean-Pierre sentit un frisson parcourir son échine. Alors, était donc ça, le chaînon manquant de l'histoire. Le vieux Roussel, considéré comme un simple fermier bourru, avait en réalité joué un rôle crucial dans la disparition de Étoile Filante. « Même si était vrai, » répondit-il en soutenant le regard glacial de Vandreuil, « cela ne vous donne aucun droit sur Lazare aujourd'hui. » « Lazare » le comte arqua un sourcil moqueur. « Vous lui avez même donné un nom. Comme c'est... » Au pastoral, le Roy s'avança, son sourire commercial toujours en place. « Monsieur Moreau, soyons raisonnables. Le comte est prêt à vous offrir 50 000 € pour l'animal, une somme généreuse pour un simple fermier comme vous. Et si je refuse ?» Le visage de Vandreuil se durcit. « Ne me forcez pas à utiliser d'autres méthodes. J'ai des amis haut placés, monsieur Moreau. La vie pourrait devenir difficile pour vous. Est-ce une menace? Un simple constat. Pensez-y, des contrôles sanitaires inopinés, des problèmes avec vos permis agricoles, des difficultés à vendre vos produits. » Jean-Pierre sentit la colère monter en lui, une colère froide et déterminée. « Je suis désolé de vous avoir fait faire le déplacement pour rien, monsieur le comte, mais Lazare n'est pas ici. » Vandreuil plissa les yeux. « Que voulez-vous dire? » « Exactement ce que j'ai dit. Il n'est plus à la ferme. » Le Roy fit un pas en avant, menaçant. « Où est-il? »« En sécurité, » répondit simplement Jean-Pierre, « loin de vos manigances. » Le comte frappa le sol de sa canne, son visage se colorant de rage. « Vous faites une grave erreur, Moreau. Ce cheval est la clé pour recréer la lignée de Éclipse, une lignée qui m'appartient de droit. La lignée d'un cheval que vous avez maltraité jusqu'à ce que quelqu'un le sauve de vos griffes ?» répliqua Jean-Pierre, incapable de contenir plus longtemps son indignation. « J'ai parlé à Gisèle Bertrand. Je sais comment vous traitiez Éclipse. » À la mention de ce nom, une lueur de surprise traversa le regard de Vandreuil. « Cette vieille folle est encore en vie? Elle qui prétendait tant aimer Éclipse. Savez-vous qu'elle était complice de son vol? Elle et Roussel, ces deux traîtres. » Jean-Pierre commençait à reconstituer le puzzle. « C'est Gisèle qui a sauvé Étoile Filante, n'est-ce pas? Et Roussel l'a aidé à la cacher. Pendant 30 ans, cracha Vandreuil. 30 ans à me priver de ce qui m'appartenait. Mais maintenant, le dernier descendant des Éclipses va revenir là où est sa place. Sa place est loin de vous, affirma Jean-Pierre avec une assurance tranquille. Lazare n'est pas un investissement ou une machine à gagner de l'argent. C'est un être vivant qui mérite d'être respecté et aimé. » Vandreuil éclata d'un rire sans joie. « De l'amour? Pour un cheval, vous autres paysans, et votre sentimentalisme ridicule. Un cheval comme celui-là représente des millions en gains de course potentiels, sans parler de sa valeur comme reproducteur. Je ne changerai pas d'avis, » déclara fermement Jean-Pierre. « Vous pouvez me menacer autant que vous voulez. » Le comte observa longuement Jean-Pierre, comme s'il évaluait la force de sa détermination. Puis il se tourna vers le roi. « Il est temps de partir. Nous avons d'autres moyens d'arriver à nos fins. » Alors qu'ils retournaient vers leur voiture, Vandreuil se retourna une dernière fois. « Je découvrirai où vous l'avez caché, Moreau. Et quand ce jour viendra, vous regretterez de vous être mis en travers de ma route.
Dès que l'Audi eut disparu au bout du chemin, Jean-Pierre sortit son téléphone et appela Claire. Ils sont venus, Vandreuil en personne. « Je crois qu'il faut prévenir Antoine de rester vigilant. »« Je m'en occupe, » répondit Claire. « Comment te sens-tu ?»« Comme si je venais de défier le diable, » soupira Jean-Pierre, « mais je ne reculerai pas. » Le soir même, Marcel et Claire se réunirent chez Jean-Pierre pour discuter de la situation. Autour de la table de la cuisine, les visages étaient graves. « J'ai fait quelques recherches sur Vandreuil », annonça Claire en sortant des documents de son sac. Cet homme est impliqué dans plusieurs scandales de élevage, dopage de chevaux, falsification de pédigrés. Rien qui n'ait jamais pu être prouvé, bien sûr. Il a trop d'influence. Et de l'argent pour acheter le silence, ajouta Marcel. J'ai entendu des rumeurs au marché. Apparemment, Vandreuil aurait engagé des hommes pour retrouver Lazare. Des types peu recommandables. Jean-Pierre passa une main fatiguée sur son visage. Nous ne pouvons pas garder Lazare caché indéfiniment et je ne peux pas demander à Antoine de prendre ce risque trop longtemps. « Qu'est-ce que tu suggères ?» demanda Claire. « Je pense qu'il faut contre-attaquer, » répondit Jean-Pierre après un moment de réflexion. « Utiliser la seule arme que nous avons, la vérité. » « La vérité ? Oui. L'histoire des éclipses, des étoiles filantes, de Roussel et Gisèle qui les ont sauvés de Vandreuil. Si cette histoire devient publique, avec preuve à l'appui, Vandreuil ne pourra plus agir dans l'ombre. » Claire hocha lentement la tête. « Ce n'est pas une mauvaise idée. J'ai des contacts dans la presse équestre. » Et avec la marque sur le flanc de Lazare, plus un test ADN comparé aux échantillons conservés des éclipses. Mais cela révélerait aussi l'emplacement de Lazare, objecta Marcel. Pas nécessairement, répondit Jean-Pierre. Pas si nous agissons avant Vandreuil. Nous devons prendre les devants. Les jours suivants furent consacrés à la préparation de leur plan. Claire contacta Émilie Deschamps, une journaliste réputée du magazine Équitation française, connue pour ses enquêtes approfondies et son intégrité. Marcel se chargea de retrouver d'anciens employés des écuries Vandreuil qui pourraient témoigner des mauvais traitements infligés à Éclipse. Quant à Jean-Pierre, il retourna voir Gisèle Bertrand pour lui demander de raconter publiquement son histoire. « Je ne sais pas si j'en aurai le courage », avoua la vieille femme, assise dans son fauteuil usé, les mains tremblantes sur ses genoux. « Vandreuil est un homme dangereux, et j'ai gardé ce secret pendant si longtemps. C'est peut-être le moment de libérer votre conscience, » suggéra doucement Jean-Pierre. « Pour Éclipse et Étoile filante, et maintenant pour Lazare. » Gisèle ferma les yeux un instant, comme si elle revivait des souvenirs douloureux. Quand nous avons fait sortir Étoile filante des écuries cette nuit-là, j'y étais terrifié. Roussel et moi savions que nous risquions tout, mais voir cette magnifique pouliche trembler de peur chaque fois que Maxime s'approchait d'elle, nous n'avions pas le choix. Vous avez fait ce qu'il fallait, assura Jean-Pierre, et maintenant, il faut protéger son petit-fils. Finalement, Gisèle accepta de témoigner. Son récit, combiné aux preuves recueillies par Claire et Marcel, commençait à former un dossier solide. Pendant ce temps, comme Jean-Pierre l'avait craint, les hommes de Vandreuil sillonnaient la région, interrogeant, menaçant, cherchant le moindre indice sur l'emplacement de Lazare. 2 d'entre eux revinrent même à la ferme des Trois Chênes, fouillant les dépendances pendant l'absence de Jean-Pierre. Heureusement, ils ne trouvèrent rien. Une semaine après la visite de Vandreuil, tout était prêt pour leur contre-offensive. Émilie Deschamps avait préparé un dossier complet, incluant des photos de Lazare montrant clairement la marque du croissant foudroyé, les témoignages de Gisèle et d'anciens employés de Vandreuil, ainsi que des documents prouvant les pratiques douteuses du comte dans le monde des courses. La veille de la publication prévue, Jean-Pierre se rendit à la ferme d'Antoine pour voir Lazare. Le poulain avait encore changé en ces quelques jours. Sa musculature se développait harmonieusement et dans ses mouvements, on devinait déjà la grâce et la puissance de ses illustres ancêtres,
Il est extraordinaire, commenta Antoine en observant Lazare trotter dans l'enclos. J'ai élevé des chevaux toute ma vie, mais je n'ai jamais rien vu de pareil. Il apprend à une vitesse incroyable. Jean-Pierre sourit, un mélange de fierté et de mélancolie dans le regard. Je lui manque? Tous les soirs, il regarde vers la route, comme s'il attendait quelqu'un, répondit Antoine. Quand il t'a vu arriver aujourd'hui, il a henni si fort que mes chèvres se sont enfuies à l'autre bout du pré. Comme pour confirmer ses paroles, Lazare s'approcha de la clôture et tendit son museau vers Jean-Pierre, qui caressa tendrement son chanfrein. « Bientôt, mon beau, murmura-t-il, bientôt tout sera terminé et tu pourras rentrer à la maison. » Sur le chemin du retour, Jean-Pierre ne pouvait s'empêcher de sourire. Pour la première fois depuis que toute cette affaire avait commencé, il entrevoyait une issue favorable. Le dossier serait publié demain et Vandreuil, exposé publiquement, ne pourrait plus agir aussi librement. Mais son optimisme fut de courte durée. En arrivant à la ferme, il trouva Marcel qui l'attendait, le visage sombre. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Jean-Pierre, soudain inquiet. « C'est Claire » répondit Marcel. « Elle a eu un accident de voiture en revenant de chez la journaliste. Elle est à l'hôpital de Rouen. » Jean-Pierre sentit son sang se glacer. « Est-ce qu'elle... » « Elle va s'en sortir, mais elle est sérieusement blessée. Sa voiture a quitté la route dans un virage. Les freins auraient lâché apparemment. » Les freins? Jean-Pierre n'était pas dupe. Ce n'est pas un accident. C'est Vandreuil. La police enquête, mais Vandreuil a des amis haut placés, comme il me l'a si bien rappelé, termina Jean-Pierre, la colère montant en lui. Et le dossier, c'est le problème. Claire l'avait avec elle. Toutes les preuves, les témoignages, les photos, tout a disparu dans l'accident. La journaliste dit qu'elle ne peut rien publier sans ces documents. Jean-Pierre frappa du poing sur la table, faisant sursauter son ami. Il savait pour notre plan. Comment aurait-il pu? Je ne sais pas, mais il est toujours un pas devant nous. Jean-Pierre se passa les mains sur le visage, tentant de reprendre ses esprits. Comment va Claire, concrètement? Jambes cassées, commotion cérébrale, quelques côtes fêlées. Elle ne sortira pas de l'hôpital avant plusieurs jours, au minimum. Et Antoine, Lazare, je les ai prévenus juste avant ton arrivée. Antoine a renforcé la sécurité autour de l'enclos. Mais Jean-Pierre, Marcel hésita avant de poursuivre. Si Vandreuil a découvert notre plan, il pourrait aussi découvrir où se trouve Lazare. Jean-Pierre se leva brusquement. Il faut le déplacer, immédiatement. Où? Nous n'avons plus beaucoup d'options. Jean-Pierre réfléchit un instant, puis une idée lui vint. Si nous ne pouvons pas le cacher, alors exposons-le là où Vandreuil n'osera pas agir ouvertement. Que veux-tu dire? Le concours hippique de Saint-Lô commence dans 3 jours. Des milliers de visiteurs, des dizaines de journalistes. Marcel regarda Jean-Pierre comme s'il avait perdu la raison. Le concours hippique. Tu veux exposer Lazare au public alors que Vandreuil remue ciel et terre pour mettre la main dessus? C'est justement là que réside l'astuce, expliqua Jean-Pierre, dont le plan se précisait à mesure qu'il parlait. Vandreuil veut Lazare, mais il veut aussi préserver sa réputation. Il n'osera pas tenter quoi que ce soit devant des centaines de témoins et des caméras. Mais comment comptes-tu faire entrer Lazare dans un concours aussi prestigieux? Il n'est inscrit nulle part. Il n'a pas de pédigré officiel. Pas dans les compétitions, précisa Jean-Pierre. Mais chaque année, il y a une présentation des jeunes espoirs de l'élevage normand. N'importe quel éleveur peut y présenter un poulain prometteur. J'ai déjà participé avec des chevaux de trait il y a des années. Marcel commençait à comprendre. Et une fois Lazare présenté publiquement comme le descendant de Éclipse, exactement, Vandreuil ne pourra plus agir dans l'ombre. Si quelque chose arrive à Lazare ou à moi après cela, tout le monde saura qui en est responsable. Le plan était audacieux, peut-être même téméraire, mais il n'avait plus beaucoup d'options. Dès le lendemain matin,
Jean-Pierre appela les organisateurs du concours pour inscrire Lazare à la présentation des jeunes espoirs. Puis, il retourna chez Gisèle Bertrand pour lui demander son aide. « Vous voulez que je vienne témoigner publiquement? À Saint-Lô ?» La vieille femme semblait terrifiée par cette perspective. « Vandreuil sera là, c'est certain. » « Il ne manque jamais ce concours. C'est précisément pour cela que j'ai besoin de vous, » insista Jean-Pierre. « Votre témoignage, devant tous ces gens, aura bien plus d'impact que n'importe quel article de journal. Et Vandreuil ne pourra pas vous faire taire, pas là-bas. » Gisèle hésita longuement, pesant le pour et le contre. « Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, monsieur Moreau. » avoua-t-elle finalement. « Oh, quelque chose que personne ne sait, pas même Vandreuil. » Elle se leva péniblement et se dirigea vers un secrétaire ancien. De l'un des tiroirs, elle sortit une petite boîte en bois sculpté qu'elle tendit à Jean-Pierre. « Ouvrez-la, » dit-elle doucement. À l'intérieur se trouvait un carnet relié en cuir, jauni par le temps, et une mèche de crin noir enveloppée dans un mouchoir brodé. « Le journal des élevages des Éclipses », murmura Gisèle avec révérence. Tenu par le vieux comte de Vandreuil lui-même, il y a consigné chaque détail sur Éclipse, sa naissance, son entraînement, ses courses, sa descendance. Et surtout, les documents attestant que la propriété des Éclipses et de sa lignée devait revenir au palefrenier qui s'en occupait à la mort du comte. Jean-Pierre feuilleta le carnet avec précaution, stupéfait par cette découverte. « Comment avez-vous obtenu cela ? Le vieux comte me l'a donné peu avant sa mort. Il savait que son fils ne respecterait pas ses volontés. C'est pour cela que nous avons agi, Roussel et moi. Nous n'avons pas volé Étoile filante. Nous l'avons sauvé, conformément aux dernières volontés de son véritable propriétaire. C'est extraordinaire, souffla Jean-Pierre. Avec ce document, non seulement nous pouvons prouver l'identité de Lazare, mais aussi que Vandreuil n'a aucun droit sur lui. Gisèle hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. « J'aurais dû le révéler il y a des années, mais j'avais peur. Et puis, tant qu'Étoile filante et sa descendance restaient cachées, cela n'avait pas d'importance. « Vous viendrez à Saint-Lô » demanda Jean-Pierre, le cœur battant d'espoir. « Oui » répondit-elle avec une détermination nouvelle. « Il est temps que la vérité éclate au grand jour. » Les 2 jours suivants passèrent à une vitesse vertigineuse. Jean-Pierre et Antoine préparèrent Lazare pour sa présentation, le toilettant jusqu'à ce que sa robe brille comme du satin. Marcel s'occupa de contacter discrètement Émilie Deschamps pour qu'elle soit présente au concours. Quant à Gisèle, elle rassemblait son courage pour affronter publiquement l'homme qu'elle avait fui pendant 3 décennies. La veille du concours, Jean-Pierre rendit visite à Claire à l'hôpital. Malgré ses blessures, elle insista pour être présente. « Tu ne peux pas quitter l'hôpital dans ton état », protesta Jean-Pierre. « Ils ne peuvent pas me retenir contre ma volonté », répliqua-t-elle avec obstination. « Je signerai une décharge s'il le faut. » Je ne manquerai pas ça. Le matin du concours arriva enfin. Un soleil radieux illuminait les installations hippiques de Saint-Lô où des centaines de personnes se pressaient déjà. Jean-Pierre, Marcel et Antoine arrivèrent tôt, conduisant prudemment la remorque où Lazare voyageait. Ils l'installèrent dans un box réservé, loin des regards indiscrets, en attendant l'heure de sa présentation. « Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» demanda Marcel, voyant la tension sur le visage de son ami. « Il est encore temps de reculer. » Jean-Pierre secoua la tête. « Non, nous avons fait tout ce chemin. C'est aujourd'hui que tout se joue. » À midi, alors que les présentations des jeunes espoirs allaient commencer, Jean-Pierre aperçut une limousine noire se garer près de la tribune d'honneur. Maxime de Vandreuil en descendit, accompagné de Philippe Leroy et de 2 hommes à l'allure de garde du corps. « Il est là », murmura Jean-Pierre à Marcel, comme prévu. « Et il n'est pas venu pour admirer les chevaux », ajouta Marcel, notant les expressions tendues des 2 hommes qui scrutaient la foule. L'heure approchait. Gisèle arriva, soutenue par Claire dont le bras était en écharpe et la jambe dans un plâtre.
Émilie Deschamps les attendait déjà près de la piste, carnet de notes et appareil photo à la main. « C'est le moment », dit Jean-Pierre en prenant une profonde inspiration. « Quoi qu'il arrive maintenant, nous aurons fait ce qui est juste. » La piste centrale du concours hippique de Saint-Lô bourdonnait d'activité. Les gradins étaient remplis d'amateurs de chevaux, des éleveurs, de journalistes. Dans l'espace réservé aux VIP, Maxime de Vandreuil siégeait comme un monarque, entouré de ses sbires, observant les présentations avec un air d'ennui distingué. Numéro 17, Lazare, présenté par Jean-Pierre Moreau, élevage des 3 chênes, annonça le speaker. Un murmure parcourut l'assistance quand Jean-Pierre entra dans la piste, tenant Lazare par un simple licol. Le poulain, nerveux mais majestueux, avançait d'un pas assuré, sa robe baie étincelant sous le soleil de juin. La marque du croissant foudroyé sur son flanc avait été délibérément mise en évidence, les poils autour ayant été légèrement tondus pour la rendre plus visible. « Magnifique spécimen d'1 an », commenta le speaker. « Race, pur sang », coupa Jean-Pierre d'une voix forte qui porta jusqu'au gradin. Et descendant direct des Éclipses par sa fille Étoile Filante. Le nom des Éclipses provoqua une onde de choc dans l'assistance. Les conversations s'arrêtèrent net, tous les regards se tournèrent vers le poulain. Dans la tribune d'honneur, Vandreuil se leva brusquement, le visage déformé par la fureur. « C'est une affirmation audacieuse, Monsieur Moreau », reprit le speaker, désarçonné. Éclipse a disparu il y a 3 décennies, et sa lignée avec lui. « Pas entièrement », répondit Jean-Pierre, en faisant avancer Lazare au centre de la piste. « J'ai avec moi des témoins et des preuves qui confirment l'identité de ce poulain. » Il fit signe à Gisèle, qui s'avança lentement, soutenue par Claire. La vieille femme tenait le journal d'élevage contre sa poitrine comme un trésor sacré. « Je suis Gisèle Bertrand », annonça-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « J était la palefrenière en chef des Éclipses pendant 10 ans, et j'ai aidé à sauver sa fille, Étoile Filante, des mauvais traitements infligés par Maxime de Vandreuil après la mort de son père. » Des exclamations de surprise se firent entendre. Tous les yeux se tournèrent vers Vandreuil, qui descendait maintenant des gradins à grandes enjambées, suivi de Leroy et de ses gardes du corps. « Cette femme est sénile !» cria-t-il. « Et cet homme est un voleur. Ce poulain m'appartient !» Jean-Pierre ne se laissa pas intimider. Il fit tourner Lazare devant l'assistance, montrant clairement la marque distinctive. Regardez la marque du croissant foudroyé, la signature génétique de la lignée des Éclipses. Comparez-la aux photos des époques. Et voici, il montra le journal que Gisèle lui tendait. Le journal des Élevages officiels, tenu par le comte Georges de Vandreuil lui-même, où il consigne sa volonté que la propriété des Éclipses et de sa descendance revienne au palefrenier qui en prenait soin après sa mort, un document que son fils Maxime a toujours nié l'existence. Vandreuil avait atteint le bord de la piste, le visage cramoisi de rage. « C'est un faux, une machination. Cet animal a été volé. »« Volé » intervint Gisèle, sa voix gagnant en force. « Comme vous avez volé la santé et le bien-être d'Éclipse en le forçant à courir alors qu'il était blessé. Comme vous avez volé la liberté d'Étoile Filante en voulant l'exploiter contre la volonté de votre propre père. » La foule était suspendue à chaque mot de ce drame inattendu qui se jouait devant elle. Émilie Deschamps, la journaliste, prenait frénétiquement des notes, tandis que des photographes mitraillaient la scène. « J'exige que cet animal soit placé sous séquestre immédiatement », hurla Vandreuil. « Sur quelle base légale ?» répondit calmement Jean-Pierre. « J'ai les papiers d'achat en règle. Quant à vous, monsieur le comte, pouvez-vous prouver votre propriété ? Je n'ai pas à prouver ce qui est évident. La lignée des Éclipses est ma propriété par héritage, pas selon les dernières volontés de votre père, intervint Claire, brandissant une copie du testament qu'elle avait extraite du journal. Ce document,
légalement authentifié, stipule clairement que les droits sur Eclipse et sa descendance devaient être transférés à l'équipe de soigneurs à la mort du comte Georges de Vandreuil. Vandreuil, voyant la situation lui échapper, fit un geste vers ses hommes. « Saisissez ce cheval !» Maintenant. Mais avant que ces sbires ne puissent agir, Marcel et Antoine s'interposèrent, rejoints spontanément par plusieurs spectateurs indignés par le comportement du comte. « Touchez à ce cheval et je vous fais arrêter pour tentative de vol », lança une voix autoritaire. Un homme en uniforme de la gendarmerie nationale s'avança. Le capitaine Laurent, que Jean-Pierre avait discrètement contacté la veille, avait assisté à toute la scène. « Monsieur de Vandreuil, » continua-t-il, « je vous suggère de régler cette affaire par les voies légales appropriées. Toute tentative d'appropriation par la force sera considérée comme un délit. » Vandreuil, piégé, regarda autour de lui. Des dizaines de témoins, des caméras, des journalistes. Son pouvoir et son influence ne pouvaient rien contre cette exposition publique. « Ce n'est pas terminé », siffla-t-il à l'attention de Jean-Pierre. « Je vous ruinerai, vous et tous ceux qui vous ont aidé. Vos menaces sont enregistrées, monsieur, » répondit le capitaine Laurent. « Je vous conseille la plus grande prudence dans vos paroles et vos actions futures. L'affaire du « poulain des Eclipses », comme les médias la surnommèrent rapidement, fit sensation bien au-delà du monde équestre. L'histoire de Jean-Pierre Moreau, fermier modeste qui avait sauvé un poulain mourant pour découvrir qu'il s'agissait du dernier descendant d'une lignée légendaire, captiva l'imagination du public. Le journal télévisé national consacra un reportage entier à Lazare, montrant les images saisissantes de sa transformation de squelette ambulant à magnifique jeune étalon. Comme Jean-Pierre l'avait espéré, l'exposition médiatique offrit à Lazare la meilleure des protections. Vandreuil tenta bien de contester la propriété par voie légale, mais le journal des Élevages et le testament du vieux comte, authentifiés par des experts, ne laissaient aucune place au doute. Après 6 mois de procédure, le tribunal de grande instance de Caen rendit son verdict. Jean-Pierre Moreau était le propriétaire légitime de Lazare. Mais la véritable victoire ne s'arrêtait pas là. Suite aux révélations de Gisèle et d'autres anciens employés, une enquête fut ouverte sur les pratiques de élevage de Vandreuil. On découvrit des cas de dopage, de maltraitance, de falsification de documents. Le comte, autrefois intouchable, vit son empire s'effondrer. Il quitta finalement la France pour s'installer à l'étranger, fuyant le scandale et les poursuites judiciaires. Un an après le concours de Saint-Lô, Jean-Pierre contemplait sa ferme des Trois Chênes, méconnaissable. Grâce à un partenariat avec une fondation de préservation des lignées équines rares, il avait pu rénover entièrement les installations. Une nouvelle écurie, spacieuse et moderne, avait remplacé l'ancienne étable. Un manège couvert permettait l'entraînement par tous les temps. Et surtout, 4 poulinières de qualité avaient rejoint Lazare, désormais officiellement reconnu comme un étalon de reproduction exceptionnel. « Qui aurait cru que nous en arriverions là ?» dit Marcel en s'approchant, portant 2 tasses de café fumant. Jean-Pierre accepta la tasse avec un sourire reconnaissant. « Certainement pas moi, le jour où j'ai vu ce pauvre animal squelettique au marché. » Ils observèrent en silence Lazare qui galopait librement dans le grand pré. À 2 ans, il avait atteint sa pleine stature, révélant toute la majesté de sa lignée. Sa robe baie luisait au soleil, sa musculature puissante roulant sous sa peau à chaque foulée. Il s'arrêta soudain, levant la tête pour humer le vent dans une posture si semblable aux photos d'Eclipse que Jean-Pierre en eut le souffle coupé. « Le premier poulain devrait naître au printemps, » dit-il après un moment. Claire pense que la gestation se passe parfaitement. Claire Leblanc était devenue bien plus qu'une simple vétérinaire pour la ferme des Trois Chênes. Après l'affaire Vandreuil, sa relation avec Jean-Pierre avait évolué, d'abord vers une amitié profonde, puis vers quelque chose de plus. Elle passait désormais presque tout son temps libre à la ferme, et un tiroir de la commode de Jean-Pierre S.
était mystérieusement rempli de ses affaires. « Tu as des nouvelles de Gisèle ?» demanda Marcel. « Elle viendra dimanche. » Elle ne manquerait pas la visite mensuelle des groupes scolaires, pour rien au monde. Gisèle Bertrand, à 82 ans, avait trouvé une nouvelle vocation. Raconter l'histoire de Éclipse et de sa lignée aux enfants qui visitaient désormais régulièrement la ferme. Son témoignage, combiné à son expérience d'ancienne palefrenière, fascinait les jeunes visiteurs. La ferme des Trois Chênes était en effet devenue un lieu éducatif important, où les enfants apprenaient le respect des animaux et les mystères de élevage équin. Une partie des bénéfices générés par l'activité des étalons de Lazare finançait des programmes pour initier les jeunes défavorisés à l'équitation. « Tu n'as jamais regretté de ne pas avoir accepté les offres des grands haras ?» demanda Marcel. Après la validation génétique de l'affiliation de Lazare avec Éclipse, les propositions d'achat avaient afflué, certaines atteignant des sommes astronomiques. Des haras prestigieux du monde entier souhaitaient acquérir ce trésor génétique unique. « Pas une seconde, » répondit Jean-Pierre sans hésitation. « Lazare n'est pas qu'un investissement ou une machine à produire des champions. Il est famille, » compléta Marcel, avec un sourire entendu. Jean-Pierre hocha la tête, incapable de mettre des mots sur le lien qui l'unissait à ce cheval. Famille, oui, mais aussi quelque chose de plus profond, comme si leur destin était entrelacé, comme si chacun avait sauvé l'autre. Un bruit de voiture les interrompit. Claire arrivait, accompagnée de Émilie Deschamps, la journaliste qui avait tant contribué à faire connaître leur histoire. « J'ai une surprise pour vous », annonça Émilie en sortant de la voiture, agitant un magazine. Le dernier numéro des Équitations françaises vient de sortir avec un dossier spécial sur la renaissance de la lignée des Éclipse. La couverture montrait Lazare dans toute sa splendeur, galopant librement, avec en titre « Le miracle des Trois Chênes, comment un fermier au grand cœur a ressuscité une légende ». « C'est magnifique », murmura Jean-Pierre, ému malgré lui par cette reconnaissance. « Ce n'est pas tout », ajouta Claire en prenant sa main. Le Haras national s'est déclaré intéressé par notre programme de conservation. Il propose leur soutien officiel et des ressources supplémentaires. Ces nouvelles étaient extraordinaires, mais Jean-Pierre ne put s'empêcher de remarquer le « notre » que Claire avait naturellement employé. Cette ferme, ce projet, cette nouvelle vie, tout cela était devenu leur œuvre commune. À ce moment précis, comme s'il sentait qu'on parlait de lui, Lazare s'approcha de la clôture et hennit doucement en direction de Jean-Pierre. Celui-ci s'excusa auprès de ses amis et alla rejoindre l'étalon qui frotta affectueusement sa tête contre son épaule. « Tu as entendu ça, mon beau ?» murmura Jean-Pierre en caressant l'encolure puissante. « Nous allons faire de grandes choses ensemble. » Dans les yeux de Lazare, profond et intelligent, Jean-Pierre crut lire une compréhension parfaite. Ce poulain mourant qu'il avait sauvé par pitié avait non seulement transformé sa vie, mais lui avait aussi rendu ce qu'il avait perdu depuis longtemps, un but, une famille et la foi en l'avenir. Le soleil descendait lentement sur les collines normandes, baignant la ferme des Trois Chênes d'une lumière dorée. Jean-Pierre resta un long moment près de Lazare, dans un silence paisible que seul le bruissement du vent dans les feuilles venait troubler. Parfois, les plus beaux miracles naissent des gestes les plus simples, un acte de compassion, un refus d'abandonner, la volonté de défendre ce qui est juste. Et tandis que l'ombre des trois vieux chênes s'allongeait sur l'herbe verte, Jean-Pierre Moreau, fermier normand de 58 ans, savait qu'il avait trouvé, contre toute attente, le plus précieux des trésors, une seconde chance.